some calculations about their rate of expansion using their intelligence, their powers of organization, their network of communications, their poisons, their ability to adapt genetically. I believe that after this test run, they'll move rather quickly into desert areas, taking over the countryside first, then laying siege to towns and cities. À la suite d'un mystérieux événement solaire semblable à une éclipse, des scientifiques commencent à observer des changements de comportements étranges et inexplicables chez les fourmis, tandis que leurs prédateurs habituels disparaissent de manière inquiétante. Les fourmis évoluent rapidement, développent un esprit de ruche et construisent plusieurs structures étranges au milieu du désert de l'Arizona. Il devient vite évident que les créatures ont développé une intelligence avancée. Deux scientifiques, Hubbs et Lesko, sont transférés dans un laboratoire futuriste informatisé situé dans le désert de l'Arizona pour étudier ces phénomènes. Cependant, lorsque les fourmis commencent à attaquer et à tuer à la fois la faune et les humains, Hubbs et Lesko se rendent compte que la race humaine tout entière pourrait désormais être dans une situation évolutive mortellement désavantageuse par rapport aux minuscules insectes. Les scientifiques doivent alors choisir entre communiquer avec leurs antagonistes ou les éradiquer. Mais ils découvrent trop tard que pendant qu'ils étudiaient les fourmis les étudiaient, et qu'elles avaient un plan. Come over here, James. This is really fascinating. Saul Bass était un éminent graphiste du XXe siècle, né le 8 mai 1920 à New York. À la fin de ses études, il travaille comme pigiste pour plusieurs sociétés et agences de publicité, dont l'illustre Warner Bros. Au cours des années 40, il entreprend quelques projets hollywoodiens qui impliquaient des travaux d'impression à des fins promotionnelles, puis créera quelques années plus tard son entreprise privée sous le nom de Saul Bass & Associates. Phase 4 est l'unique long métrage de Saul Bass. Ce n'est pas tant en tant que réalisateur qu'il doit sa popularité, mais comme concepteur et créateur de génériques et d'affiches de films. Il a connu 4 décennies de carrière réussie au cours de sa vie et remportera l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire en 1969. Saul Bass était un pionnier dans la création de génériques animés, bien avant Maurice Binder, le papa du générique des 14 premiers James Bond. C'est en 1955 qu'il se fera remarquer sur L'Homme au bras d'or, 3e collaboration avec le réalisateur Otto Preminger, qui en comptera 10 de plus. Afin de souligner l'intensité d'un sujet alors tabou, la dépendance à l'héroïne, il a présenté dans le titre du film un bras animé en papier découpé qui a eu un effet sensationnel sur le public. Un autre cinéaste notable, Alfred Hitchcock, l'engagera pour la conception des titres de ses films. En effet, Saul Bass a développé des séquences emblématiques en utilisant une typographie cinétique distinguée pour Sueur froide, Psychose et La mort aux trousses. Il fut le premier à introduire cette technique dans les films hollywoodiens qui utilisaient auparavant des titres statiques.
Si les génériques ou les titres animés sont monnaie courante aujourd'hui, le public de l'époque découvrait ça avec beaucoup d'intérêt. Pour Bass, un générique animé aidait à créer l'ambiance et le thème lors de l'ouverture d'un film, mais il pouvait également améliorer l'expérience de visionnage du public. Il collaborera plus tard avec Stanley Kubrick sur le générique de Spartacus, sur celui de West Side Story réalisé par Robert Wise, et à la fin de sa carrière avec Martin Scorsese sur le générique des Affranchis, des Nerfs à vif ou de Casino, son dernier film. En plus des génériques, Saul Bass a conçu de nombreuses affiches, dont celle de Sueur froide, de Shining, et même celle pour le film de Spielberg La liste de Schindler, mais qui n'a finalement pas été retenue. Saul Bass considérait la conception de séquences de titres comme un art. Ses créations étaient basées sur la philosophie consistant à éclairer le public sur le sujet du film et à susciter ses émotions en conséquence. Un grand monsieur qui décédera en 1996 à l'âge de 75 ans. Nigel Davenport, une présence magnétique connue pour sa voix grave et son regard expressif, est apparu dans plus de 40 longs métrages, dans des dizaines d'émissions de télévision et dans d'innombrables productions scéniques. Il est né le 23 mai 1928 à Cambridge et passe quelques années dans le théâtre de répertoire avant de se lancer dans le cinéma. Son premier long métrage majeur fut Cyclone à la Jamaïque en 1965. Mais Davenport est surtout connu pour ses prestations dans Un homme pour l'éternité de Fred Zinman, Terre brûlée de Cornel Wilde, La vallée perdue de James Clavell ou Phase 4. On le verra aussi en membre du comité olympique dans Les chariots de feu de Hugh Hudson, aux côtés de Burt Lancaster dans le remake plutôt réussi de L'île du Docteur Moreau, réalisé en 1977 par Don Taylor, Greystock, la légende de Tarzan, sa deuxième collaboration avec le réalisateur des chariots de feu. Acteur plutôt discret, Nigel Davenport est décédé en 2013, il avait 85 ans. Il laisse dans le deuil son fils Jack Davenport, un comédien vu entre autres dans 3 films de la franchise Pirates des Caraïbes. So we thought if you knocked down one of the towers, taking proper precautions, of course, you might get an interesting reaction. We'll consider it. Just an idea, Doctor. Appreciated. Oh, one other thing. Yes? We've had a report about a family in your vicinity. You haven't contacted any civilians, have you? No. Michael Murphy est né le 5 mai 1938 à Los Angeles. Professeur de lycée devenu acteur, il a débuté sa carrière avec un téléfilm réalisé en 1964 par Robert Altman, Nightmare in Chicago. Cette collaboration se poursuivra sur plusieurs autres films du réalisateur entre 1966 et 1996, notamment MASH, John McCabe et Nashville. Son premier grand rôle, il l'obtiendra dans le film de Saul Bass, Phase 4. Ses autres prestations au cinéma incluent celui d'un mari infidèle dans Manhattan de Woody Allen, d'un journaliste dans L'année de tous les dangers de Peter Weir, d'un ambassadeur dans Salvador d'Oliver Stone, d'un policier traquant un tueur en série dans Joker de Wes Craven, et celui du maire de Gotham City dans Batman le défi de Tim Burton. On le verra également dans un certain nombre de séries télé entre les années 80 et 2000. It's almost like a controlled experiment in which we are the subjects. Find out which rat is the smartest, the strongest. An intelligence test. Bien qu'elle ait voulu devenir une star de cinéma, elle a joué dans une dizaine de films qui la mettaient peut-être plus en valeur pour sa beauté que pour ses véritables talents de comédienne. Née le 25 juillet 1954 en Angleterre, Lynn Frederick est devenue surtout connue comme la veuve de l'acteur Peter Sellers, l'inspecteur Clouseau de la saga La Panthère Rose.
Elle n'avait que 22 ans quand elle est devenue la 4e Madame Sellers en 1977, et 30 ans de moins que son mari qui décédera 3 ans plus tard à 54 ans à la suite d'une crise cardiaque. Frédéric s'est elle-même lancée dans le show business à l'âge de 15 ans et a fait ses débuts au cinéma en 1970 dans Terre brûlée avec Nigel Davenport, qu'elle retrouvera 4 ans plus tard dans Phase 4. Suivront une production de la Hammer, Le Cirque des Vampires, Nicolas et Alexandra de Franklin Schaffner, le film d'horreur Schizo en 1976 et Le Voyage des damnés la même année. C'est à la suite de ces 2 derniers films que Peter Sellers la courtisa. En 1979, ils sont apparus ensemble à l'écran dans un remake désastreux du Prisonnier de Zenda, et elle a demandé le divorce peu de temps après. À la mort de Peter Sellers, on a accusé la comédienne de l'avoir épousé pour sa fortune et de s'être remariée bien vite après sa disparition. Elle sera mise sur la touche, et plus personne ne la fera tourner. Lynn Frederick décédera durant son sommeil à seulement 39 ans, de cause naturelle selon le rapport de police. They want somebody? I think so. But why would they want somebody? To talk to them. You mean they might be angry at someone who did them some harm? What would they do with that person? I don't know. Would they let the others go free? L'idée de Phase 4 est née en 1971 à l'occasion d'un cocktail dans lequel se trouvait un cadre de la Paramount et le producteur Paul Radin, le premier demandant au second ce qu'il préparait. Radin a répondu qu'il travaillait sur une histoire de fourmis, même si en réalité, il n'avait pas grand-chose. Le producteur a ensuite appelé Bass et ils ont rapidement accepté de travailler ensemble. C'est Mayo Simone qui a écrit le script en s'inspirant de la nouvelle de H.G. Wells, Empire of the Ants. Simone écrira plus tard le scénario des Rescapés du futur, la suite de Monde Ouest. Une fois le scénario validé par la Paramount, la production est lancée avec un financement plus que modeste, puisque le budget ne dépassera pas $1 million. Reste à Saul Bass de trouver celui qui filmera les scènes avec les fourmis évoluant dans leur habitat naturel. Petit retour en arrière avec la sortie en 1971 des Insectes et des Hommes, une sorte de docu-fiction d'anticipation contenant des images stupéfiantes du monde des insectes et de leur capacité de survie, et qui obtiendra l'Oscar du meilleur documentaire. En découvrant l'incroyable travail effectué par le photographe animalier Ken Middleham, Saul Bass l'engagera pour filmer les séquences avec les fourmis en utilisant la même technique, à savoir un objectif macro, afin d'être au plus près des insectes. Quelques mois après Phase 4, Ken Middleham filmera Les cafards des insectes de feu, un film aux thématiques assez proche de Phase 4. Le film a été tourné en Angleterre pour tout ce qui concerne les scènes d'intérieur, tandis que les extérieurs censés se dérouler en Arizona ont en fait été filmés majoritairement au Kenya. Linda Blair a été le premier choix de Saul Bass pour le rôle de Kendra. La jeune comédienne venait de connaître le succès en incarnant Regan dans L'Exorciste, et son audition a impressionné le réalisateur, ce qui a conduit à plusieurs essais. Mais les producteurs et le réalisateur ont finalement décidé qu'elle était trop jeune et surtout trop chère. C'est donc Lynn Frederick, 20 ans, qui a hérité du rôle sur les conseils de Nigel Davenport. Pendant la production, Saul Bass s'est préoccupé de la silhouette de Lynn Frederick puisqu'elle jouait une jeune fille de 16 ans. Elle a été obligée de porter un corset en fer spécialement conçu et douloureux pour relier ses seins afin de la faire paraître plus jeune à l'image. C'est John Barry qui a eu la charge de s'occuper des décors. Pas John Barry, le célèbre compositeur, mais le chef décorateur d'Orange Mécanique, de la Guerre des Étoiles ou encore de Superman. Quant aux ordinateurs que l'on voit à l'intérieur du dôme, ce ne sont pas de faux ensembles avec des lumières clignotantes, mais bien de vrais ordinateurs. La photographie du film a été confiée à Dick Bush, chef opérateur sur une poignée de production de la Hammer, mais aussi du Convoi de la peur et de plusieurs films réalisés par Ken Russell. Les prises de vue ont débuté en octobre 1972 et se sont terminées en février 1973. Jusque-là, tout s'était déroulé sans trop d'accrocs, mais le studio était décontenancé par le premier montage et avait peur que son public cible rejette le film. Les traditionnelles projections test ont été catastrophiques, confirmant ainsi les craintes des dirigeants de la Paramount qui ont forcé Saul Bass à supprimer la séquence finale, pourtant cohérente avec le style visuel onirique que le cinéaste a appliqué au reste du film. On craignait que ces images soient perdues à jamais, jusqu'à ce qu'une copie complète soit redécouverte en 2012, remasterisée et projetée dans quelques cinémas sélectionnés.
Je reviendrai sur cette séquence supprimée un peu plus loin. We challenge with yellow chemistry, they respond with yellow creatures. We're gonna fry in here. Question. What do they want? What are their goals? They have no goals. Well, you saw how they disabled the truck. Listen, Hubbs, I came down here to get in a couple of weeks of science in the sun. I did not sign up for a war against a bunch of goddamn ants. And furthermore, why the hell did you leave the truck out there in the first place? Brian Gascoigne est un musicien, compositeur et arrangeur britannique jouant principalement sur des synthétiseurs. On lui doit les sons électroniques synthétisés de Dark Crystal, composés par Trevor Jones, qui fera de nouveau appel à lui pour les parties synthés de Labyrinth. Gascoigne a également accompagné John Williams sur la première trilogie de la Guerre des Étoiles et Superman, ainsi que Jerry Goldsmith sur Rambo, Outland et Supergirl. En dehors de Phase 4, il a concomposé la musique du film de John Boorman, La Forêt d'Émeraude. Phase 4 est essentiellement une musique électronique avec quelques cordes, des boas, des cuivres lointains et une guitare déformée. Elle apporte de l'étrangeté et du mystère et sait se montrer plus dramatique à certains moments, comme sur la scène du cimetière de fourmis. Elle a été éditée en version vinyle en 2015, ainsi qu'en CD avec la musique du film Quand la Terre s'entrouvera. Il y a 4 pistes qui portent le nom des 4 phases du film. La composition de Gascoigne peut sembler un peu désuète aujourd'hui, mais elle crée un paysage sonore unique pour les images saisissantes de Phase 4. Oh, sweet to walk in the pilgrim's way, leaning on the everlasting arms. Oh, oh, how bright the path grows from. L'affiche française et américaine sont parfaitement identiques, la française reprenant la même phrase d'accroche. Ce n'est pas Saul Bass qui l'a créée, le studio ayant préféré s'en occuper pour vendre le projet comme une pure série B d'horreur. Il n'est pas difficile d'imaginer que celle du cinéaste aurait été bien différente. L'affiche est plutôt chouette, malheureusement elle suggère des images qui ne sont pas aussi spectaculaires dans le film, à part le plan de la main. Du côté de l'allemande, c'est la même affiche. Celle qui se démarque le plus de l'original, c'est la hongroise. Elle est un peu fourre-tout et moins réussie que l'américaine. Phase 4 est sortie aux USA le 18 octobre 1974 dans quelques salles. Je n'ai trouvé aucun chiffre sur ses recettes au pays de l'oncle Sam, c'est dire comme le film s'est bien ramassé. En revanche, il a étonnamment bien marché en France, toute proportion gardée. Le long métrage est sorti le 1er octobre 1975 et a rassemblé plus de 750 000 entomologistes. Peu de films sur le thème de l'invasion animale ont réussi à dépasser ce chiffre, que je trouve pour ma part formidable. Phase 4 avait tout de même été sélectionné au Festival d'Avoriaz en janvier 1975, où il remportera le prix spécial du jury, ce qui a peut-être contribué en partie à son succès. Aux États-Unis, le film a d'abord écopé d'un classement R, soit interdit aux moins de 17 ans, mais le studio a fait appel et après avoir plaidé auprès de la MPAA, l'organisme équivalent à notre commission de classification, le classement PG lui a été attribué, c'est-à-dire qu'un enfant peut le voir seul, mais un accompagnement parental est souhaitable. Chez nous, c'est une interdiction aux moins de 13 ans qui a été votée par la commission de censure. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, certaines séquences étant de nature à effrayer les jeunes enfants, je propose l'interdiction aux moins de 13 ans. Les représentants du ministère de l'Intérieur et de la Défense se rangent sur l'avis de la jeunesse et des sports, sans pour autant développer leurs sentiments sur le film. Un peu feignasse quand même. Le rapport final propose l'interdiction aux moins de 13 ans en raison de scènes d'épouvante de nature à perturber la sérénité d'un très jeune public. Une interdiction qui ne sera pas contestée par le distributeur du film en France. C'est en mai 1985 que Phase 4 repasse en commission et que l'interdiction aux moins de 13 ans est levée.
Nevela. I want you to listen to me. I'm not afraid of you. I never meant to. Wait. We knew then we were being changed and made part of their world. We didn't know for what purpose, but we knew we would be told. La fin originale est un montage d'images surréalistes et obsédantes, un trip à l'acide qui implique que les fourmis ont conquis l'humanité. Je vous mets 2 extraits, mais vous pouvez la voir en intégralité sur YouTube. Le lien est dans le descriptif. Les années 70 ont vu naître de nombreux films mettant en scène des agressions animales, sous-genre qui a fait les beaux jours des studios américains dans les années 50 et 60. Les fourmis ont toujours constitué une menace parfaite pour l'humanité. Il n'est donc pas étonnant qu'elles se frayent un chemin depuis longtemps dans la littérature et au cinéma. On a déjà pu les voir à l'œuvre dans Quand la marabunta gronde avec Charlton Heston et dans Des monstres attaquent la ville où elles sont atteintes de gigantisme suite à des essais nucléaires. Phase 4 est sans doute le plus remarquable de tous, et si j'ajoute que c'est le 2001 l'Odyssée de l'espace des films de fourmis, vous aurez compris qu'il va bien au-delà d'un simple récit décrivant une invasion animale. Et il y a de fortes chances que cela ait été délibéré de la part de Saul Bass, tant les correspondances avec le Kubrick sont nombreuses. Le film débute sans générique et sans titre, amusante ironie pour celui qui en a tant créé, avec des images de l'espace et l'apparition de formes géométriques qu'on retrouvera tout au long du métrage. Puis on passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit, avec ces très gros plans sur différentes espèces de fourmis autrefois antagonistes, qui se regroupent pour communiquer, s'organiser et éliminer leurs prédateurs naturels. Ce n'est seulement qu'après ces 8 minutes d'introduction remarquable que l'humain apparaît enfin à l'image sous les traits des 2 scientifiques, Hubbs et Lesko. Le scénario de Mayo Simon est brillant et très bien informé sur la biologie des fourmis, même si le film de Saul Bass pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. On ne saura jamais quelle est l'origine de cet événement cosmique qui frappe la Terre, pas plus qu'on ne saura pourquoi, au lieu de construire des fourmilières, les fourmis construisent d'imposants gratte-ciel monolithiques qui, par rapport à la taille des créatures, correspondent aux dimensions de bâtiments construits par l'homme, bien que la possibilité d'une forme d'imitation n'est pas à écarter.
Si la réalisation de Saul Bass n'atteint pas les qualités formelles d'un Kubrick, elle n'en demeure pas moins travaillée et c'est à travers sa maîtrise du montage et du mouvement dans les cadres qu'il nous raconte cette histoire. Le film regorge de scènes saisissantes comme ce passage où le vieux scientifique Hubbs déclenche des jets d'insecticides autour du dôme sans savoir que des survivants d'une attaque de fourmis pénètrent à ce moment-là dans la zone. Et Bass de nous montrer à la fois l'agonie des fourmis et celle des humains qui reproduisent les mêmes mouvements. La confrontation à distance entre les deux scientifiques et les fourmis est vraiment passionnante. Là où les insectes forment un groupe uni et solidaire, Lesko et Hubbs se déchirent sur la manière de traiter le problème. Tandis que le premier tente de déchiffrer le code du langage des fourmis et d'établir des communications, le second leur déclare la guerre en faisant exploser quelques-unes de leurs imposantes colonies. Les insectes se vengent alors en détruisant la maison d'une famille voisine. Après que les scientifiques aient riposté avec un poison jaune, les fourmis construisent ces surfaces réfléchissantes qui menacent de brûler les humains hors de leur dôme. Non seulement cela, mais les fourmis agissent comme des martyrs et rapportent un échantillon de ce poison jaune à la reine, dans le but d'obtenir l'immunité. La reine donne alors naissance à une nouvelle espèce teintée de jaune. Une autre scène ahurissante est celle où les scientifiques utilisent une arme sonique pour liquider les constructions réfléchissantes qui menacent de brûler la station et de détruire leurs ordinateurs. Des milliers de fourmis jaunes sont exterminées, les fourmis noires émergent, ramènent les corps à la ruche et alignent soigneusement les carcasses en file indienne pour un étrange cortège funèbre. Dans ce moment d'une glaçante beauté, Saul Bass et son photographe animalier arrivent à nous toucher alors que ce ne sont que des fourmis. Finalement, Lesko arrive à la conclusion que les fourmis veulent quelque chose de l'homme. Mais ce que ces insectes souhaitent faire avec nous reste là encore une question sans réponse. Veulent-elles de nous comme esclaves de la reine, comme une nouvelle source de nourriture, ou une nouvelle espèce qui peut coexister pacifiquement? Le film bénéficie d'une belle photographie de Dick Bush et d'images incroyables filmées par le documentariste Ken Middlehem, comme cette séquence flippante qui montre une fourmi tentant de ronger les câbles de la climatisation pour éteindre l'ordinateur à l'intérieur du dôme, et qui se fait dévorer vivante par une menthe religieuse qu'il observait furtivement d'en haut. Sauf que la menthe ne se rend pas compte qu'en dessous, une des fourmis jaunes la surveille également. La nouvelle espèce saisit alors la longue patte de la menthe et la tire vers le réseau électrique pour la faire frire. Côté casting, Diggle Davenport s'en sort très bien dans un personnage obsessionnel qui partage quelques points communs avec le Quint des Dents de la Mer, tout comme Michael Murphy et la jeune Lynn Frederick, bien que sa prestation soit plus anecdotique. Phase 4 a été un cuisant échec au box-office, même si personne ne s'attendait à ce que ce film soit un grand succès commercial avec son final aussi pessimiste. Pourtant, Saul Bass a réalisé une des plus fascinantes œuvres de science-fiction dystopique des années 70, une fable écologique d'une grande intelligence, parfois à la limite de l'expérimental, ce qui pourrait désarçonner les spectateurs non avertis. Un film unique bien trop sous-estimé, et le fait qu'il n'ait pas été un succès ne devrait pas vous dissuader de le découvrir. Une première édition VHS est apparue dans les années 80. C'est comme ça que j'ai découvert le film en louant la cassette dans un vidéoclub. Il faudra attendre bien longtemps pour voir une première édition DVD et Blu-ray, et c'est l'éditeur Carlotta qui nous permettra de voir enfin le film de Bass dans d'excellentes conditions. Il y a eu un coffret Blu-ray Collector incluant un livre de 200 pages, mais le coffret édité en peu d'exemplaires est en rupture de stock. Heureusement, une édition simple existe avec quelques suppléments dont cette fin inédite.
Côté image, c'est presque un sans faute avec juste quelques fourmillements sur certains plans, mais en même temps, vu le sujet, c'est un peu normal. Bref, un joli travail de restauration. Le film est sorti récemment aux États-Unis en 4K avec une image qui gagne en précision et en colorimétrie. Pas encore de sortie prévue chez nous, mais ça ne devrait pas tarder, et la version Blu-ray est de toute façon très recommandable. Voilà, cette rétrospective est terminée, merci de l'avoir suivie, et si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.